RCF et Radio Notre-Dame, le débat du jour. Il est 9h10 sur RCF et Radio Notre-Dame. Merci d'avoir choisi notre antenne pour le débat du jour. Chaque matin, 2 débatteurs, 3 sujets. Et ce matin, nous sommes avec Émile Ackerman. Bonjour. Rabbin, essayiste, cofondateur de la première communauté juive orthodoxe moderne de France. Et Éric Delège, bonjour. Bonjour. Rédacteur en chef du site Aletheia, aletheia.fr. Aletheia.org. J'avais un doute. Voilà. Vous avez 5 éditions différentes de Aletheia en français. Et c'est aletheia.org sur lequel il faut aller. Merci Éric Delège. Et ce matin, on va commencer par parler de la présidentielle américaine de Dauphren. Et oui, ça se rapproche. C'est toujours aussi inattendu, imprévisible, frontal, pourrait-on dire. On va demander à nos débatteurs ce qu'ils en attendent de cette élection présidentielle aux États-Unis, parce que le monde a les yeux rivés quand même sur Kamala Harris et Donald Trump. Et puis on parlera aussi de la catastrophe espagnole. Quelles leçons peut-on en tirer? L'Église est aussi présente pour venir en aide aux sinistrés. Aletheia d'ailleurs en a parlé sur son site. Et puis la fusillade de Poitiers. Y a-t-il une mexicanisation de la France? C'est une nouvelle formule, une nouvelle expression. Qu'est-ce à dire? Qu'entend-on par là? Et puis s'agit-il de la réalité? La fusillade de Poitiers dont vous avez entendu parler bien sûr, notamment sur notre antenne. Eh bien on en parle de ces sujets jusqu'à 10h sur RCF et Radio Notre-Dame. Vous pouvez réagir à tout moment en nous envoyant un mail à l'adresse direct@radionotre-dame.com. Donald Trump a promis un raz-de-marée de suffrages en sa faveur. Kamala Harris, sur une estrade de campagne à l'Université du Michigan, a assuré de son côté que l'élan était dans son propre camp et que donc elle allait aussi surprendre. Reste qu'aucun sondage ne parvient à départager Kamala Harris et Donald Trump à 2 jours du scrutin. Jamais l'issue d'un duel présidentiel, semble-t-il, aux États-Unis n'avait été aussi imprévisible entre 2 candidats que tout oppose. Est-ce qu'on peut justement d'ailleurs... Émile Ackerman et puis Éric Delège, voir comment, à quelques heures maintenant du début de ce scrutin, comment vous voyez les choses et quelles sont les grandes lignes de fracture en fait qui opposent Donald Trump et Kamala Harris selon vous, Émile Ackerman? Moi j'étais assez choqué de voir le nombre de désinformations, de fake news qu'il y a aujourd'hui sur ce sujet et qui a été en grande partie provoqué par Elon Musk et le réseau Twitter qui est un grand soutien de Donald Trump. J'ai un vrai problème avec la situation. Je n'attends pas grand-chose finalement de la présidentielle, si ce n'est de prendre les leçons, de tirer les leçons pour la France, puisque on a vu aujourd'hui que... il y a des États-Unis qui sont très fracturés. On a des groupes politiques extrêmement polarisés et polarisants qui ne partagent même pas la même réalité. Et je pense que c'est ça en France qu'on doit surveiller vraiment de très près, puisque ça peut arriver très vite. Le fait d'avoir des populations qui ne vivent même plus dans le même espace-temps, qui n'ont pas accès aux mêmes informations, au même traitement de l'information. Et quels sont ces 2 espaces-temps, Émile Ackerman? Je n'ai pas envie de rentrer dans les lieux communs de ce qu'on appelle l'Amérique rurale, et puis l'Amérique bleue, démocrate, plutôt des villes. Je pense que c'est vraiment... De mondes différents, où d'un côté on va beaucoup parler de l'immigration, on va beaucoup parler de ce qui se passe à la frontière, de pouvoir d'achat. D'un autre côté on va parler plus de grandes causes de justice sociale, justice climatique, et j'ai l'impression que on a atteint un stade où ces 2 populations aujourd'hui aux États-Unis ne peuvent même plus se parler, puisqu'elles n'ont même plus de terrain commun. Et c'est ça qui me terrifie un petit peu. Et je pense qu'en France, de loin, on peut pas avoir vraiment d'impact sur ce qui va se passer. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est tirer les leçons. Il faut les tirer très vite, parce que la polarisation de la vie politique et les fake news, la désinformation, elle est présente en France et ça s'aggrave de plus en plus. Donc c'est de ça, à mon avis, qu'il va falloir vraiment traiter. On vit à l'heure américaine, Éric Delège? On vit à l'heure américaine, oui, probablement, parce qu'on est quand même tous, me semble-t-il, suspendus au résultat de cette élection, qui est importante, dont on sait qu'elle va naturellement changer peut-être des choses pour le peuple américain, mais aussi pour l'ordre du monde. C'est d'ailleurs, je pense, le seul intérêt que nous, Français, on trouve à cette élection, c'est de voir qui de Kamala Harris ou de Donald Trump sera élu, parce qu'on sait très bien que ça va avoir une incidence directe sur nous, Français, nous, Européens, et sur l'ordre du monde, puisque les visions stratégiques et diplomatiques ne sont pas exactement les mêmes. Et on sait
que ça aura des conséquences immédiates. Est-ce que Kamala Harris va pivoter plus doucement vers l'Asie que vers l'Europe, contrairement à ce que promet Donald Trump, qui lui, rien de moins, promet de régler le problème ukrainien en 24 heures chrono, ce qui est assez stupéfiant. Nous, en fait, on est suspendus à cette élection parce qu'on sait que ça a des conséquences immédiates sur nous, sur notre sécurité, à commencer par l'Europe. Dans quelle mesure y a-t-il un effet miroir si jamais les deux sociétés sont polarisées, les nôtres, j'entends les sociétés européennes et puis la société américaine? Est-ce que vraiment on parle le même langage et est-ce que les deux camps sont marqués ici comme ils le sont là-bas? Éric Delège. Je ne sais pas s'ils sont marqués de la même façon. Effectivement, on va retrouver au niveau de la politique intérieure les mêmes sujets sur le pouvoir d'achat, même si c'est sensiblement différent quand même aux États-Unis. Mais effectivement, on va retrouver toute une série de problématiques à laquelle Kamala Harris et Donald Trump ne répondent pas de la même façon, en tout cas sur le plan sémantique, que ce soit l'immigration, effectivement, le pouvoir d'achat, et puis la pauvreté. Le peuple américain a quand même beaucoup perdu en espérance de vie, en pouvoir d'achat ces dernières années, et c'est peut-être aussi ce qui contribue à polariser le débat dont parlait Émile. Émile Ackerman. Oui, il y a une envie aussi, ce que je perçois dans les personnes, en tout cas, qui votent pour Trump, les soutiens affichés de Trump, et il y a une envie finalement de rejoindre un mythe, le mythe américain, qui a été un petit peu battu en brèche avec la mondialisation. Et j'ai l'impression que Trump redonne un petit peu une vision plus nationaliste, plus patriotique, plus finalement ancienne, qui est inscrite dans l'histoire des États-Unis, quelque chose que nous, on n'a pas. Donc, s'ajoute à ça cette justement polarisation un petit peu du débat public médiatique. On a une forme de légende en fait trumpiste. C'est pour ça qu'il a pu se représenter finalement, une légende trumpiste qui a émergé. Et en face de ça, Kamala Harris n'arrive pas du tout à représenter de la même façon une forme d'espérance pour le peuple américain aux yeux d'une grande partie. Elle incarne elle incarne beaucoup moins, on va dire, le rôle, la stature présidentielle aux yeux de beaucoup d'acteurs de la politique américaine. Ce n'est pas un Obama féminin. Ah non, je pense. Et pourquoi? Elle aurait pu. Ça c'est il y a tout, il y a manque de charme, manque de charisme, mais aussi peut-être manque de profondeur dans le manque de charme. Manque de profondeur, c'est ce qu'on attend aujourd'hui finalement de Donald Trump. A du charme, du charisme, même si on n'aime pas du tout ses méthodes. Je pense qu'il y a peut-être un manque de profondeur parce que elle estime qu'il faut avoir une profondeur dans les débats, alors que Trump ne s'embarrasse pas de tout ça. Il parle vraiment un langage vraiment du peuple extrêmement simpliste et il s'embarrasse pas de chercher à avoir une forme de complexité dans ses propos. Je pense que c'est quelque chose aussi qui plaît beaucoup. On n'est plus. Elle devait être aussi l'anti-Trump. C'est peut-être une stratégie électorale d'être l'anti-Trump et effectivement de ne pas asséner, comme le fait sans doute Donald Trump, des vérités de façon très verticale. En tout cas, pour Hillary Clinton, ça n'avait pas marché. Donc, si elle retente la même expérience, je pense que ça va finir pareil. Alors, je ne veux pas forcément chacun va faire ses pronostics, mais en tout cas, tous les sondages et les instituts de sondage qui avaient donné Trump gagnant à l'époque donnent Trump gagnant aujourd'hui. Éric Delège. Pour revenir sur le profil de Kamala Harris, ce qui est très surprenant, c'est aussi de voir comment elle a été choisie, presque par défaut. Donc lui demander d'être une Obama au féminin, c'est quand même un peu particulier. Moi, je crois que le Parti démocrate a une grande responsabilité là-dedans, d'avoir parié sur Joe Biden au début, alors qu'on savait qu'il était vieillissant, et puis remplacé au pied levé dans l'espace d'un week-end par Kamala Harris, sa vice-présidente, dont le charisme est certain, mais peut-être un petit peu discutable et pas complètement forcément en phase avec l'électorat même démocrate. Et c'est ce qu'on disait aussi justement sur la polarisation, c'est-à-dire que Joe Biden, Kamala Harris était censé représenter les centristes de gauche vis-à-vis de personnalités plus clivantes comme AOC et Bernie Sanders. Ces personnes-là ont été écartées justement au profit de Joe Biden et Kamala Harris, qui étaient censés être des personnalités rassembleurs. Marche plus aujourd'hui d'être des personnalités rassembleuses. Alors pourquoi? C'est ça quand même. On veut des messages forts, on veut des personnalités vraiment dures, et le fait d'essayer on est tout le temps en train d'être finalement rattrapé sur son extrême, donc à gauche sur son extrême gauche, à droite sur son extrême droite, et je pense que là pour le coup il y a vraiment un parallèle à faire aujourd'hui. En France, on a une exigence de pureté militante, et si vous regardez aujourd'hui l'extrême gauche aux États-Unis, ce qu'ils vont reprocher, c'est eux qui appelaient Joe Biden Genocide Joe, ou je ne sais plus quel est le surnom de Kamala Harris aujourd'hui, mais c'est-à-dire ils sont dépassés en fait finalement par leurs extrêmes. Pourquoi on n'arrive plus à produire, ou cette société n'arrive-t-elle plus à produire des personnalités qui rassemblent
y compris qui ont du tempérament. Si on regarde des présidents américains de l'époque contemporaine, je ne sais pas moi, Eisenhower, ou alors évidemment c'était la guerre froide, mais c'était des personnes qui avaient du tempérament, qui étaient ou Reagan. C'était des personnes qui avaient quand même du tempérament et qui ont su imposer quand même une image de l'Amérique au monde et qui ne passaient pas pour des personnes effacées, de second rang, vous voyez, et qui pouvaient rassembler. Éric Delège, c'est peut-être un petit peu d'histoire, mais on ne comprend pas pourquoi on n'arrive plus à produire de personnes qui peuvent parler à tout le monde. C'est peut-être pas propre qu'aux États-Unis, ce type de profil. Moi, je crois que l'environnement médiatique fait que on privilégiera toujours des personnalités clivantes auxquelles on peut s'identifier, sans forcément avoir ce souci de rassemblement qui est propre aux clés de voûte des institutions. Là, je parle des États-Unis, mais aussi parfois de la France. On voit bien aussi le profil du personnel politique en France, sans faire de rapprochement trop rapide. Oui, c'est peut-être vrai qu'il y a une grande responsabilité médiatique dans le sens où ce sont les paroles les plus fortes et les plus simples qui vont être le plus virales, le plus vite possible. Et donc, un acteur politique ne voit pas véritablement d'intérêt à développer un discours de fond, en tout cas de manière publique, parce qu'il ne va pas trouver d'écho. Enfin, moi, je le vois à ma petite échelle sur Twitter. Si je dis des petites punchlines, je peux avoir 30 000 likes. Et si j'essaie de développer un thread d'une pensée quelconque, c'est beaucoup plus compliqué. On n'est pas encouragé aujourd'hui par le système des réseaux sociaux, le système médiatique, à développer une pensée, à rentrer en profondeur. C'est d'ailleurs tout à votre honneur qu'on soit que deux aujourd'hui, les invités, justement pour qu'on ait le temps de discuter. Mais si vous regardez aujourd'hui les plateaux, il y a sur des BFM, il y a 8 personnes, CNews, il y en a 6 autour du plateau. C'est des échanges extrêmement rapides. On est passé au-delà de la génération zapping, mais on est toujours on va plutôt de pire en pire que... Nous, c'est l'inverse. On regarde vraiment attentivement ce que vous pouvez dire et comment vous pouvez faire grandir le jugement. Il y a une dimension... et les auditeurs peuvent réagir, j'allais dire, direct@radionotre-dame.com. Ça réagit sur Valence, on en parlera. Mais on attend vos retours et vos réactions sur ce débat autour de l'élection américaine, Louis. On a une dimension importante peut-être à analyser, c'est le poids du facteur religieux dans l'élection américaine. On dit que la droite chrétienne est derrière Donald Trump, mais tous les évangéliques ne votent pas non plus pour Donald Trump. Et il y a une partie qui est pour Kamala Harris et une partie aussi qui s'abstiendra, semble-t-il, selon des études que l'on a pu regarder. Et Kamala Harris a pu faire valoir, on l'a dit aussi sur cette antenne, une certaine affiliation religieuse auprès de l'Église baptiste à laquelle elle appartient notamment. Comment voyez-vous cette réalité religieuse dans l'importance qu'elle peut recouvrir pour cette élection américaine? Éric Delège. Elle est importante. Moi, je suis toujours stupéfait par ces sondages très précis qui sectionnent une société en fonction de l'église à laquelle on appartient. Effectivement, sur le vote chrétien, notamment aux États-Unis, il me semble plutôt acquis à Donald Trump pour tout un tas de raisons, mais c'est beaucoup plus subtil que ça en fonction de l'état dans lequel vous vous trouvez et des origines ethniques des chrétiens dont on parle. Sur l'électorat catholique, que je connais un peu mieux, il y a 21% de catholiques aux États-Unis. On voit bien, là encore, que les sondages sont incapables de départager Kamala Harris de Donald Trump. On est à 48-52, ça change régulièrement. C'est surprenant. Oui et non, parce que en définitive, on va retrouver chez les partisans de Kamala Harris et les partisans de Donald Trump des intérêts qu'ils portent au nom de leur baptême aussi. Donc, ce sera toujours fonction de la localisation de ces chrétiens et de leur origine ethnique. C'est peut-être le pape François qui avait, de façon la plus lapidaire, résumé cette opposition, renvoyant quasiment dos à dos les électeurs, en disant que Donald Trump et Kamala Harris n'étaient pas des candidats pour la vie. Et on ne parlait pas forcément de l'avortement, on parlait aussi du sort des migrants mexicains. Voilà, c'est toutes ces fractures auxquelles sont confrontées la société américaine qui sont incarnées alternativement par Donald Trump et Kamala Harris. Mais il y a un prisme, en tout cas à l'intérieur de l'Église, qui montre une tension entre l'Église américaine et le Vatican et le pape François. On voit surtout ça, cet aspect-là, comme s'il y avait une opposition plus directe entre les deux mondes.
Peut-être au niveau de l'épiscopat, Oui. pas forcément au niveau des pratiquants, me semble-t-il. Moi, je vais vous Émile parler de ce que Ackerman. je connais, c'est-à-dire des chiffres plutôt de la communauté juive aujourd'hui aux États-Unis. On sait qu'à l'époque, sur 80% des juifs américains avaient voté pour la candidate démocrate, mais 80% des juifs orthodoxes avaient voté pour Trump. Et bon, peut-être qu'il y a un prisme aussi à voir entre conservatisme et progressisme, dans tous les cas, c'est-à-dire plus on est affilié à on va dire une église ou une synagogue ou voilà n'importe une mosquée voilà plus ou moins progressiste, on va aller se diriger vers les candidats progressistes, et plus on est dans une vision religieuse qui est conservatrice, on va aller avoir tendance à se porter sur les candidats qui ont l'air en tout cas de porter des valeurs conservatrices, même si moi je suis assez sceptique sur les valeurs que porte Donald Trump en termes de religiosité ou de C'est-à-dire c'est-à-dire que c'est pas une personne qui a un comportement qu'on attend voilà d'une personne, qu'elle soit chrétienne Au pratiquante. moment où il avait fait l'objet d'une tentative d'assassinat, sa première réaction avait été de dire Dieu m'a sauvé. Oui, bon, ça c'est facile, Dieu est toujours avec nous. Il y a beaucoup de gens qui disaient Dieu est avec nous, que ce soit dans l'histoire, et pas forcément les meilleurs. C'est facile a posteriori quand il nous arrivait quelque chose de bien de le dire. En tout cas, voilà, il a eu toutes ces affaires voilà, de mœurs, je pense notamment à ça. C'est pas quelqu'un qui représente voilà, son électorat chrétien ou juif, c'est pas quelqu'un qui représente ses valeurs. Il y a souvent une forme de séparation entre ce qu'il va afficher comme valeur ou comme projet de société et ce que lui va faire dans sa vie privée. On a du mal à évaluer d'ailleurs l'abstention qui résultera de ce regard. Potentiellement. sur lui. En tout cas, aux États-Unis, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus qu'un pays quand même plus puritain au départ. Il y avait beaucoup plus d'attentes jusqu'à Trump du comportement que pouvait avoir un candidat, alors qu'en France, il faut quand même beaucoup en termes d'histoire de mœurs ou de vol, ou de détournement de fonds pour qu'un candidat soit écarté. Le rapport au Proche-Orient peut jouer sur cette élection. Ah, clairement, c'est-à-dire que bon, Trump s'affiche comme étant le plus pro-israélien des Israéliens, des pro-israéliens. Donc, il promet à la communauté juive le fait les protéger. Donc, il renverse un petit peu. C'est Bruno Carsanti qui disait ça, que finalement, il renverse l'histoire. Il revient en arrière, où il promet aux Juifs la protection du souverain et non plus la protection par le droit. Alors que voilà, Kamala Harris, elle s'est affichée comme pro-israélienne dans le sens américain, où c'est la norme, mais déjà un petit peu plus dans la complexité et dans une approche qui n'est pas unilatérale. Et ça fait beaucoup de mal pour certaines personnes de la communauté juive qui auraient pu voter pour Kamala Harris, étant donné post-7 octobre. Il y a eu tout un plan de la communauté juive qui a fait chacun un pas à droite, peu importe de là où ils étaient, tout le monde a fait un petit peu un pas à droite du fait de la menace qu'ils ont ressentie en Israël, mais aussi sur les campus américains, et à la réponse du pouvoir qui, à leurs yeux, n'a pas été à la hauteur. Et là, on verra aussi les conséquences de l'actualité sur le vote américain. Dans quelques heures, en fait, les choses commencent. Effectivement, et après la pause, dans quelques minutes, cette fois, on va continuer à parler avec nos deux débatteurs de la catastrophe espagnole. Ce qui s'est passé à Valence, plus de 217 victimes des inondations, c'est ce qu'indiquaient ce matin les derniers bilans, même si de nombreuses personnes sont encore portées disparues. Comment s'adapter à ces changements climatiques? Dites-le nous par mail, votre réaction sur cette catastrophe espagnole, direct@rcf.fr et direct@radionotre-dame.com. On en parle avec Émile Ackerman, rabbin, essayiste, cofondateur de la première communauté juive orthodoxe moderne de France, et Éric Delage, il est rédacteur en chef du site Aletheia. Rendez-vous sur aletheia.org. Toutes les assurances se valent, me direz-vous. Eh bien non, la mutuelle Saint-Christophe Assurance couvre mon logement, ma voiture et ma santé à des prix compétitifs. Et parce qu'elle s'engage aux côtés de l'Église, elle reverse 10 € pour tout contrat souscrit en 2024. Cet argent sert à l'entretien des paroisses et aux missions pastorales. Enfin, un assureur qui va dans la même direction que ma foi, tout en restant dans mon budget. Mutuelle Saint-Christophe Assurance, régie par le Code des assurances, partenaire de l'Église catholique. Conditions sur notre site. Depuis 150 ans, la Banque Cholet-Dupont-Oudard accompagne les familles, les congrégations et les communautés dans la gestion de leur patrimoine. En créant le Fonds de partage, éducation et dialogue avec la Fondation Don Bosco et la Fondation du Bocage, elle s'engage à leur côté. Répondre aux objectifs de chacun en donnant sens aux investissements, c'est cela la priorité chez Cholet-Dupont-Oudard. Pour tout renseignement sur le fonds de partage, Thomas de 16 06 74 91 47 64. Bayard Musique vous présente un extrait du premier album de sa nouvelle collection, Loué sois-tu. Vous y
retrouverez les plus célèbres chants de louanges des différentes communautés chrétiennes, entièrement réenregistrés dans une formule dynamique et vivante. Retrouvez le premier album de la collection Loué sois-tu chez tous les libraires disquaires et sur le site bayardmusic.com. Il est 9h30, le retour de l'information avec Cécile Mérieux. Bonjour Cécile. Bonjour à tous. En Espagne, le bilan des très fortes pluies de la semaine dernière fait état d'au moins 217 personnes décédées. Des habitants sinistrés ont lancé de la boue et d'autres projectiles sur le roi Felipe et le Premier ministre Pedro Sánchez. Il rendait visite à certaines localités les plus touchées. Le groupe de manifestants en colère reproche aux autorités leur retard à donner l'alerte avant la brute montée des eaux et leur réaction jugée tardive et insuffisante depuis. Élection en Moldavie, c'est une victoire pour la présidente pro-européenne Maia Sandu. Par ce choix, la Moldavie confirme sa trajectoire européenne. Il y a 2 semaines, le pays avait voté oui au référendum sur l'UE. Au moins 10 personnes ont été tuées par de multiples éruptions d'un volcan dans l'est de l'Indonésie. Elles ont été tuées notamment dans l'effondrement de leur habitation. Plusieurs villages ont été évacués. Aujourd'hui s'ouvre à Paris le procès des impliqués dans l'assassinat de Samuel Paty. 8 personnes sont accusées d'avoir contribué à la campagne de haine ayant conduit à l'assassinat du professeur d'histoire en octobre 2020. Autre procès à venir, celui de la rue d'Aubagne. Des centaines de personnes ont manifesté dans Marseille hier pour réclamer justice et des logements dignes. En amont du procès qui se tiendra mercredi, 16 prévenus comparaîtront jusqu'à la mi-décembre pour l'effondrement mortel d'immeubles de la rue d'Aubagne en novembre 2018. Appel à la grève des agents hospitaliers aujourd'hui et les prochaines semaines. Mobilisation pour défendre les moyens de l'hôpital. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale prévoit un budget en hausse d'un peu plus de 3% en 2025, quand les syndicats réclament entre 6 et 10% de plus. Le tennisman numéro 1 français Hugo Humbert a échoué hier en finale des Masters 1000 de Paris-Bercy. Il n'est pas parvenu à battre Alexander Zverev, classé 2e mondial. Un match expéditif, mais qui n'efface pas la semaine impressionnante du joueur messin. À suivre. Et on apprend ce matin la mort de Quincy Jones, l'éminent compositeur, trompettiste et producteur américain, s'est éteint à l'âge de 91 ans. Il est considéré comme l'un des artistes les plus influents de son siècle en matière de musique populaire occidentale, du jazz traditionnel à la pop. Merci beaucoup Cécile Mérieux pour les informations. On vous retrouve dans une demi-heure avec Melchior Gormand. La suite du débat du jour, toujours avec Émile Ackermann, rabbin, essayiste, et Éric Delège, rédacteur en chef du site Aletheia. Les grandes épreuves sont une occasion de voir ce que vaut la nature humaine. On le voit en Espagne, dans le sud-est de l'Espagne, ravagé par des inondations. D'un côté, il y a des pillards, mais de l'autre, il y a aussi une très grande solidarité qui s'est exprimée. Tant la situation est délicate. Imaginez qu'il n'y a plus rien, ne serait-ce que pouvoir brancher un téléphone portable pour passer des appels à des proches dont on attend peut-être des nouvelles. Bref, on imagine la vie que les Espagnols traversent, l'épreuve qu'ils traversent en ce moment. Et cela s'est manifesté à travers une protestation inédite. C'est le fait que face à cette situation, confrontés à une foule en colère et menaçante, le roi et la reine d'Espagne ont pu dire qu'il fallait comprendre la souffrance, mais ils ont été conspués par des habitants excédés qui ont crié « assassin, assassin ». Alors, dans quelle mesure cette accusation est-elle fondée? Et puis, ce que nous pouvons tirer comme leçon de cette épreuve espagnole, Émile Ackermann, Éric Delège. Éric. On parle d'une terrible épreuve quand même pour l'Espagne et la ville de Valence et sa région. Inutile, je crois, de revenir sur les images glaçantes qui tournent sur cette catastrophe et qui semble, de fait, au regard du bilan qui s'est aggravé et pourrait encore s'aggraver, de l'impréparation et de la façon dont ce phénomène a surpris toute une population. Peut-être qu'on va en reparler, qui a été prévenue très tard. Ce qui est certain, et sans forcément nommer les responsables, c'est qu'il y a eu un problème dans l'alerte aux populations de ce phénomène, et pas seulement par son ampleur, mais juste pour que les gens aillent se mettre en sécurité. Et donc les images sont fortes, même si à mon avis elles ne résument pas complètement le déplacement du roi d'Espagne, mais effectivement ils incarnent une autorité, et au même titre que le chef du gouvernement, le souverain est conspué à coups de jet de boue,
il n'y a plus que ça là-bas. Hein. C'est absolument terrible. Ces images, ce qui s'est passé en Espagne. Avec des images qui montrent aussi la difficulté à assurer sa propre sécurité. C'est quand même étonnant d'ailleurs d'avoir déplacé un chef d'État dans des conditions qui paraissent là aussi assez précaires, notamment avec un parapluie qui permettait de l'identifier, ce qui est quand même un peu étonnant. Émile Ackermann. Oui, mais je pense que la question qui se pose ensuite, une fois qu'on a posé le constat de l'impréparation et du fait qu'il y avait un manque de communication entre les plusieurs agences gouvernementales, voilà, parce que c'était très décentralisé, c'est la question simplement de l'écologie. On sait à quoi est due cette catastrophe, on sait que c'est le réchauffement climatique. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour non pas stopper, parce que c'est plus possible, mais en tout cas ralentir le réchauffement climatique? C'est pas à l'Espagne de le faire, c'est à tous les pays, et notamment les pays européens, de se mettre ensemble pour pouvoir avoir une forme de plan global sur le long terme. Et je pense que c'est là que se situe le débat, au-delà des questions logistiques. Et donc, c'est possible d'agir ? Ou d'une certaine façon, on dit ça parce qu'il faut le dire? Non, c'est toujours possible d'agir. La question, c'est plus on tarde, moins on peut faire grand-chose. Moi, personnellement, je crois aussi, de l'autre côté, que la technologie nous permettra sur le long terme d'aller encore plus loin dans la lutte contre le réchauffement climatique. Mais en tout cas, aujourd'hui, quand il n'y a pas assez de technologies qui sont mises en place, qui sont disponibles pour pouvoir vraiment lutter activement contre le réchauffement climatique, eh ben, il faut faire ce qu'on peut faire, et on sait ce qu'on peut faire. La question, c'est la volonté. Il y a au niveau national et international, il y a non seulement des politiques à mettre en place, mais aussi des pressions peut-être internationales à mettre en place sur les pays les plus polluants. Le sujet fait largement réagir les auditeurs qui sont nombreux à pointer la responsabilité du gouvernement espagnol. Mais Bernard, qui nous écoute depuis Marcq-en-Barœul, près de Lille, se rappelle des inondations dans le Nord-Pas-de-Calais. Dans le cas des inondations dans le nord-ouest du Pas-de-Calais, dit-il, les permis de construire accordés dans des zones notoirement inondables aboutit au désespoir actuel des habitants. Quand on dit ce que peut mettre en place le gouvernement, c'est parfois des années en amont, Éric Delège. Même pour revenir sur ce que vient de dire Émile, c'est peut-être il y a peut-être des solutions au niveau international et national à trouver, mais aussi au niveau local. Ils ont beaucoup de mérite, mais les élus locaux sont aussi concernés au premier chef par une catastrophe comme celle-là. Est-ce que je préfère développer ma ville au risque d'artificialiser les sols ou de développer des permis de construire, même si c'est pas exactement comme ça que ça se passe, dans des zones inondables? Effectivement, il y a un enjeu de développement économique qui s'oppose à un enjeu écologique. Et les deux ne correspondent pas forcément, et on l'a bien vu sur ce qui s'est passé à Valence. On part d'un terrain très sec, largement artificialisé par l'agrandissement de la ville de Valence, qui ne doit son salut qu'à des grands aménagements, qui doit en tous les cas une partie de son salut à des grands aménagements qui ont plus de 50 ans. Précisément parce qu'il y a des politiques locales qui ont été mises en place. Et pourquoi sans salut, Éric Delège? Pourquoi dites-vous cela, que c'est lié à tel ou tel aménagement? Non, mais c'est ce fameux cours d'eau qui traverse Valence qui a été détourné et qui a permis rétrospectivement, il faut le dire là aujourd'hui, à la ville de Valence de ne pas être sous les eaux à proprement parler, mais son agglomération. Donc l'aménagement du cours d'eau. Oui, on repousse un peu le problème puisque l'eau va ailleurs. Mais voilà, il y a une responsabilité, me semble-t-il, des élus locaux. Là, je dirais pas que c'est injuste, parce que c'est eux qui vont incarner le pouvoir, mais que ce soit le chef du gouvernement espagnol ou le roi d'Espagne, peut-être qu'ils incarnent aussi les insuffisances d'un exécutif local qui a sans doute un peu péché dans la coordination de la réponse d'urgence à donner au moment du phénomène de la goutte froide, et puis peut-être aussi dans certains choix, même s'ils ne sont pas là depuis très longtemps au pouvoir, dans certains choix immobiliers ou économiques. Voilà. C'est cette contradiction-là, en fait, moi, que je trouve frappante entre une nécessité de développement qui est réclamée par les populations, mais une nécessité aussi de prendre en compte de l'environnement dans lequel on évolue pour s'adapter aussi à des catastrophes climatiques de plus en plus intenses. Qui est en fait la contradiction, justement, aussi sur le plan global de réchauffement climatique et justement de l'activité humaine, où on a besoin d'un développement économique et d'un développement sociétal général, tout en prenant en compte les contraintes environnementales. Et c'est là que justement on pêche, parce qu'on ne trouve pas cet équilibre-là pour l'instant. Mais maintenant, au-delà du discours, en fait, qu'est-ce qu'on constate? On constate que de plus en plus d'habitants sur Terre vivent sur les littoraux. Donc il y a une forte concentration de personnes dans les villes. Et ces villes sont souvent donc évidemment en front de mer, mais derrière il y a des montagnes, et que les montagnes accrochent les nuages, et que lorsque les nuages se déversent, eh bien ces villes sont inondées. On a le phénomène sur la Côte d'Azur également.
on ne semble pas sortir de ce modèle-là aujourd'hui. C'est-à-dire, on se dit, bon, bah, ce type de phénomène goutte froide, ça arrive statistiquement à tant de périodes d'intervalle. On peut se le permettre. Ça ne remet pas en cause un modèle global qui consisterait à arrêter les constructions sur les littoraux montagneux en particulier. On parle de deux choses, en fait. On parle en termes locaux, c'est-à-dire où on construit parce qu'on sait qu'il y a un risque, et après on parle en termes global, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait pour le réchauffement climatique pour qu'il y ait justement moins ce phénomène de la goutte froide. Non, ouais, moi, en rebondissant sur ce que vous dites, Louis, ce qui s'est passé en Espagne, on pourrait très bien le voir sur la en Côte France, d'Azur. sur la Côte d'Azur. Hein. Ça s'est produit d'ailleurs. Hein. Très récemment, c'était pas un phénomène de goutte froide, mais à Nice, on a bien vu que l'eau pouvait surgir comme ça d'un coup. Et il y a toujours ce même problème de coordination en fait des systèmes d'alerte et des secours qui sont mis en cause. Je suis pas politique, donc du coup, j'en sais rien. Mais très clairement, il y a des réponses concrètes à apporter en aménageant mieux, en aménageant peut-être moins certaines zones qui sont par nature exposées. Maintenant, il faut résister à la pression qu'exerce la demande sociale de vivre près des littoraux. Et ça, faut savoir, c'est quand même une question clé, puisque même vous regardez en France, la pression immobilière, les zones tendues, ce sont essentiellement sur les littoraux. Hein, c'est essentiellement tout le pourtour atlantique, pourtour méditerranéen, et vous avez un grand vide central où les choses sont beaucoup moins tendues. Donc la pression s'exerce à mesure qu'on se rapproche de la mer, voilà, notamment. Voilà. Donc il y a des concentrations très fortes de population, dans le sud en particulier. Ça laisse sans voix nos c'est ce que je constate. C'est un vrai constat. Non, mais le désir de vouloir habiter à certains endroits fait qu'on a une concentration de population. Le désir individuel s'oppose à la réalité écologique. Exactement. Et puis bon, je trouve ça assez intéressant aussi. Il y a une contradiction dans certains endroits où on est submergé par les normes de construction. On ne peut pas construire dans certaines parties de la France à cause d'énormes pression justement des codes de loi, et d'autres endroits où on a l'impression que finalement on a construit à des endroits où on ne devait pas du tout construire et où ça finit par s'effondrer. C'est vrai qu'il y a peut-être une uniformisation à faire à ce niveau-là. Alors c'est vrai que la côte espagnole est particulièrement bétonnée aussi. Ils ont peut-être mal construit. Donc ça suppose de revoir quantité de pratiques. Est-ce que les habitants sont suffisamment sensibilisés aux conséquences climatiques ? Je pense qu'il n'y a pas un Français qui ignore qu'il y a un changement climatique. Et pour autant, on est quand même surpris de ces cataclysmes qui arrivent. On a eu l'Ardèche en France, on a Valence. En Allemagne, en Allemagne, ça se multiplie et à chaque fois on a l'impression qu'on va dire là c'est incroyable ce qui se passe, alors même que ça fait 10 ans qu'on rappelle à corps et à cri qu'il y a des changements climatiques. Pourquoi ? Parce que c'est toujours la dissonance cognitive. On pense que notre action va pas avoir va pas amener un grand changement. C'est pas, est-ce que je trie mes déchets et du coup va plus y avoir de changement climatique ? Non. Donc chaque personne se dit moi ce que je fais c'est dans le coup. Donc on a beaucoup de personnes qui peuvent être sensibilisées. Voilà, la télé sur les réseaux, mais est-ce que eux-mêmes ça va induire un grand changement dans leur confort ? A priori, non. Il y a vraiment que dans certains cercles vraiment très très militants qui vont changer totalement, radicalement leur quotidien, leur mode de vie. Mais la plupart des gens veulent juste vivre normalement avec un certain confort, sans se poser la question. Et j'en fais partie aussi. Hein. On fait sûrement jamais assez pour ça. Mais qu'est-ce que vous changeriez dans votre mode de vie, honnêtement, si vous deviez faire quelque chose qui va dans le sens de ce que vous dites, Émile Ackermann? Non, je pense que c'est effectivement la question de la coordination avec d'autres personnes. On se sent souvent assez impuissant quand on est seul, et surtout quand on voit les chiffres. On sait que même si l'Europe se mettait tout ensemble dans un énorme plan de réchauffement climatique, il reste la Russie et la Chine. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? Notre part est marginale. Exactement. Le pape François a publié de nombreux textes sur l'écologie. Je pense notamment à Laudato Si et Laudate Deum. Émile Ackermann, vous êtes rabbin. Quelle est la parole du judaïsme sur le sujet? Alors c'est toujours compliqué quand on dit la parole du judaïsme, parce qu'il y a beaucoup moins hiérarchique. Voilà, il y a moins de hiérarchie, il y a beaucoup plus de courants différents. Ce qu'on peut voir émerger en tout cas, c'est que les mouvements juifs progressistes, à partir de l'orthodoxie moderne dont je suis parti jusqu'au mouvement réformé, ces derniers temps se sont beaucoup plus développés sur la question, ont développé une
réflexion, une pensée sur dès la Genèse, Adam et Ève qui sont mis dans le jardin pour le garder, le travail et le garder. Donc c'est cette idée de double responsabilité. On a le droit de jouir, on a même le droit il y a écrit en hébreu Ripshua, de dominer la terre. On a le droit de lui faire violence pour qu'elle produise ses fruits. Et en même temps, on a un autre devoir qui est le devoir de la préserver. Et je pense que c'est vraiment la tension dont on parlait tout à l'heure. C'est la tension de cet équilibre-là, de est-ce que j'ai le droit de faire violence à la terre, jusqu'à quel point, parce qu'il ne faut pas que je l'abîme. On a des textes très anciens, déjà avant même le Moyen-Âge, qui mettent en scène Dieu qui promène Adam dans le jardin d'Éden en lui disant fais gaffe, parce que si tu le détruis, il n'y a personne après toi pour le réparer. Donc t'es le premier, t'es le dernier là, à en profiter si tu. Et si des tu fais textes pas émanant attention. du judaïsme. Et des textes émanant du judaïsme, voilà, le Midrash qui date même du 6e siècle de notre ère. Donc on a vraiment des textes très anciens qui aujourd'hui reviennent au goût du jour, qui sont utilisés par les rabbins de tendance un petit peu plus progressiste pour développer un discours écologique. Du point de vue de l'orthodoxie un peu plus conservatrice, on a souvent un désintérêt un petit peu de cette idée-là en disant faut faire confiance à Dieu, faut la foi en Dieu, c'est de toute façon Dieu, on a un contrat avec lui que le monde il continuera à exister, donc c'est lui qui se débrouille. C'est vrai que moi je suis pas forcément dans cette vision-là. Je pense qu'on doit être toi le ciel t'aidera, c'est-à-dire on doit aussi participer activement en tant qu'humain à cette question. Éric Delège, côté Église catholique, est-ce que c'est un pont d'ailleurs l'écologie avec d'autres religions? Est-ce qu'on peut s'entendre sur un constat? Est-ce que vous voyez des frémissements de ce point de vue-là? L'encyclique de François a eu un écho largement au-delà du catholicisme. Et effectivement, c'est un constat et des encouragements sur lequel qui peut être une base de discussion sans trop d'achoppement avec d'autres religions, évidemment. C'est un moyen de s'entendre sans passer par les dogmes, en fait. Oui, parce que là, c'est très concret. On avait fait, même dans ma synagogue, un événement interreligieux, justement, avec des associations écologiques interreligieuses. Et vous êtes invité sur le sujet, Émile Ackerman? Oui, ça m'arrive, même parfois par des... Il y a une association qui s'appelle Greenpeace, qui est aussi une association qui fait beaucoup d'événements, une association militante interreligieuse qui fait beaucoup d'événements pour alerter justement sur le changement climatique et des actions... Distinct de l'ONG. Qui est distinct de l'ONG Greenpeace. Green Faith, pardon. Voilà, oui. Green Faith, pardon, effectivement. Green Faith, oui, pardon. Oui, c'est ça. Je n'en avais pas entendu parler, oui. Je me suis dit... Une association Green Faith, voilà, qui alerte, qui est une association militante interreligieuse qui alerte sur ces sujets-là et qui fait même des actions parfois militantes, notamment contre Total et leur projet de pipeline récemment. Et on continue d'en parler évidemment sur notamment. RCF et Radio Notre-Dame. Continuez aussi à réagir direct@rcf.fr et direct@radionotre-dame.com. Et Louis Dauphren, on continue de parler de... On va aller au Mexique. Eh ben, on part au Mexique. Non, on va à Poitiers en fait. Mais c'est peut-être la même chose. Eh bien, on regarde ça tout de suite. Poitiers et le Mexique, ça n'est pas tout à fait la même chose. C'est pas, c'est pas moi qui le dis. dis. C'est pas moi qui le dis. Mexicanisation du pays. C'est Bruno Retailleau qui a utilisé ces termes. Point de bascule face au narcotrafic. Il a promis à Rennes une guerre longue sans merci contre les trafics de drogue, passant notamment par un texte législatif au début de l'année prochaine. Les narcotrafiquants sont partout en milieu urbain, mais aussi, je viens de le voir, en milieu rural. Ils n'ont plus de limites. Et Poitiers, ce qui s'est passé, la fusillade qui a impliqué des centaines de personnes, eh bien, avec un décès d'une personne qui n'est pas liée directement. C'est ce que nous a dit, sa famille. Ce qu'a dit sa famille. L'adolescent tué n'était pas un délinquant. Eh bien, en tout cas, le phénomène, évidemment, est rattaché à l'importance qu'a le trafic de drogue dans notre pays. Et c'est comme ça que les choses sont interprétées. Mexicanisation, Éric Delège, Émile Ackerman. Comment faut-il interpréter ce terme, Éric ? Moi, je trouve le terme un petit peu fort, mais peut-être qu'on en a besoin pour se rendre compte de la réalité dont on parle. Mexicanisation... J'imagine que M. Retailleau n'est peut-être pas encore allé au Mexique, mais effectivement, c'est d'une extrême violence et ça gangrène toute la société. Là, me semble-t-il, on a des phénomènes éloquents, choquants, parce qu'ils touchent de très jeunes personnes aussi, bien souvent, mais qui démontrent très clairement que la gangrène fait son chemin. Voilà, que ce soit à Poitiers, à Rennes ou quoi que ce soit, il y a des victimes. Voilà. Mexicanisation, c'est un terme peut-être un petit peu fort, mais susceptible. Ça renvoie à la guerre des gangs. Oui, mais susceptible de nous faire prendre conscience
de ce qui est en train de se passer. Et d'ailleurs, c'est pas inintéressant de voir que le ministre de l'Intérieur et de la Justice, dans le cas le garde des Sceaux, travaillent, semble-t-il, à y apporter une réponse. Là, ils sont attendus tous les deux pour une visite commune à Marseille pour précisément faire des grandes annonces, en tout cas quelques annonces qui permettraient de lutter plus efficacement contre cette gangrène qui touche, vous le soulignez Louis, des quartiers, des villes et un environnement rural. C'est ça ce qui trouble et choque énormément les gens, c'est qu'en fait c'est pas l'affaire des cités de Seine-Saint-Denis. Hein. Habituellement, c'était Marseille qui était essentiellement désigné comme étant le lieu où l'on faisait une comptabilité macabre des heurts liées au trafic de drogue. Émile Ackerman. Moi, je ne comprends pas pourquoi on n'a pas pris encore les leçons de la lutte contre la drogue aux États-Unis à l'époque. On voit que ça ne marche pas. On est le pays en France où, par exemple, on consomme le plus de cannabis. En Europe, on est le pays d'Europe où on consomme plus de cannabis et on a la politique la plus répressive sur le cannabis aussi en Europe. Je pense que la répression ne marche pas. On s'attaque aux petites mains, en fait. On envoie énormément de fonctionnaires de police arrêter des petits dealers et des petits consommateurs de rue juste pour faire des tweets et des communiqués de presse qui ne mènent absolument à rien. Je pense qu'on est vraiment on se trompe totalement de politique vis-à-vis de la drogue en France, et c'est aussi ça en partie, pas pour déresponsabiliser les gros acteurs qui ont du sang sur les mains, mais c'est aussi ça en partie qui permet à la violence de se développer, c'est-à-dire que la police ne va pas aux bons endroits, on s'éparpille beaucoup trop, et surtout, c'est-à-dire qu'il y a des drogues qui sont plus dangereuses que d'autres. On pourrait faire beaucoup plus de prévention, notamment, je pense, en légalisant le cannabis. Vous, Émile Ackerman, vous êtes favorable à la totalement. dépénalisation du cannabis? Dépénalisation, voire légalisation. Dans tous les cas, je pense que les personnes qui font du mal à personne, justement, avec un contrôle peut-être même de la qualité, on aurait beaucoup plus de policiers disponibles pour s'attaquer aux drogues qui, elles, font beaucoup plus de mal à la société. Lesquelles? Aux grandes mains. Je pense notamment les drogues c'est-à-dire ce qu'on appelle les drogues dures. Drogue de synthèse. Drogue de synthèse, héroïne, cocaïne, et aussi ce qui arrive en France, qui a fait beaucoup de mal aux États-Unis, la drogue zombie, et puis le crack, etc., qu'on a en France malheureusement. Ces drogues-là, il faut les traiter. Aussi, il faut prendre les exemples d'autres pays européens qui parlent non seulement, qui ne font pas que de la répression, mais qui font aussi beaucoup de prévention et qui traitent les problèmes de drogue vis-à-vis des problèmes de santé. C'est des problématiques de santé publique et pas que des problèmes de délinquance. Je pense que si on écoute Emmanuel Macron de 2016 qui disait qu'il allait lancer ce sujet-là de la légalisation, et le Emmanuel Macron qui nomme Bruno Retailleau ou Gérald Darmanin qui met en place des amendes, je ne comprends pas ce qui s'est passé entre les deux. Je pense qu'il y a vraiment une incohérence et on se trompe totalement de chemin quand on regarde le Portugal, quand on regarde la Hollande. Vraiment, je ne comprends pas pourquoi en France on est encore bloqué dans les États-Unis des années 80. Éric Delège. Sans entrer dans le débat sur la légalisation, parce que je ne pense pas qu'on soit exactement du même avis. Moi, je pense que ce qui est intéressant, là, dans la séquence actuelle, qui est dramatique, c'est de voir que, manifestement, le gouvernement et l'attelage Bruno Retailleau, Didier Migaud, semblent décider en fait, à trouver d'autres moyens de lutter, sans que ce soit forcément une réponse répressive à proprement parler, mais à s'attaquer à d'autres points, notamment en réorganisant en fait l'OFAST, une grande agence de lutte contre les drogues, mais pas seulement, mais aussi en s'attaquant précisément aux gros bras et pas seulement aux petites mains, avec une arme qui est redoutablement efficace, qui est l'arme fiscale. Enfin, que tu m'expliques pourquoi tu as une aussi belle voiture. Voilà. C'est comme ça qu'Al Capone est tombé. Et c'est comme ça qu'Al Capone est tombé. Et c'est d'ailleurs un exemple que cite Bruno Retailleau aussi. Donc moi, je suis assez impatient de voir ce qui va être dit à Marseille sur ce sujet-là, puisque le garde des Sceaux et le ministre de l'Intérieur sont attendus sur ce sujet-là qui est une vraie inquiétude et qui n'est pas seulement impalpable, parce que maintenant ça se voit, il y a des fusillades, il y a des morts dans toutes les villes de France. Il y a deux services qui passent en premier dans ce type de sujet, sont les douanes d'abord. Les douanes ont un pouvoir exorbitant, et puis le fisc. Le fisc, normalement, se sert. Quand il y a un trafic, il demande sa quote-part, en fait, de l'argent qui a été gagné, logiquement.
Donc ça peut être une arme effectivement utile. Mais alors quand le député macroniste Carl Olive plaide pour l'envoi de l'armée dans certains quartiers touchés par le trafic de drogue pour provoquer un véritable électrochoc dans ce pays, c'est un député macroniste, Carl Olive, qui le dit. Vous dites, là, on est complètement à côté de la plaque. Complètement à côté de la plaque. Et je pense que si on regarde même les études assez sociologiques qui ont été faites sur le sujet, la présence policière ou la présence du coup de l'armée dans les quartiers qui sont touchés justement par des formes de guerre de gangs permet en fait ne permet pas l'arrêt de la violence, mais au contraire permet de donner une cible établi aux narcotrafiquants. Ça veut pas dire qu'il ne faut pas aller dans les quartiers quand il y a des crimes, bien sûr, on ne veut pas des endroits intouchables où les policiers ne rentrent pas, mais envoyer des patrouilles et des personnes régulières en uniforme juste pour montrer qui est le chef, c'est pas mal quand c'est un politique qui le dit parce qu'il est content d'avoir fait ce tweet-là, mais par contre, sur le terrain, ça rend pas plus safe les personnes qui y habitent, et en fait, ça crée parfois, ça engendre plus de violence puisque on donne une occasion justement d'affrontement, et les policiers souvent sont malheureusement mal formés, puisqu'il y a beaucoup de formations policières qui ne sont pas formées justement à la déescalade, mais plutôt ils sont envoyés avec tous leurs uniformes et leurs casques, etc., pour montrer qui sont les chefs. Je pense qu'encore une fois, c'est pas une bonne politique. Ça peut rassurer la population qui voit la population de loin qui voit ça sur les réseaux sociaux et à la télé, sur le principe même de l'effet. Je pense que l'effet est délétère. Éric Delège. Je rejoins assez Émile. En fait, ce sont généralement des annonces d'affichage qui peuvent satisfaire parce que c'est une réponse immédiate mais qui ne travaille pas le sujet au fond. Et j'en veux pour preuve qu'au Mexique, parce que c'était aussi la comparaison du début de cet échange, oui. Au Mexique, depuis que la lutte antidopage contre les drogues s'est radicalisée, l'État en fait s'est investi avec l'armée notamment et des moyens policiers supplémentaires, là encore pour de l'affichage. La guerre des gangs fait encore plus rage, quoi. Je sais pas si on sait qu'au Mexique, depuis 2006, il y a 150 000 personnes qui ont purement et simplement disparu. Disparu, victimes de la guerre des gangs, que ce soit, c'est-à-dire que là on règle plus ses comptes, c'est pas un par un avec une petite fusillade, ils en embarquent 10, 20, 30. Allez voir au Mexique ces églises, ces familles rassemblées, endeuillées par la disparition pure et simple, sans aucune explication de leurs proches, parce qu'ils sont mêlés de près ou de loin en fait au trafic de drogue, que ce soit en appartenant à un gang ou en étant trop proche de quelconque organisation qui a maille à partir, pour le bien ou pour le mal, sur ce sujet-là. Donc qu'on soit côté répressif ou côté délictueux. Le côté ultra répressif, me semble-t-il, a des conséquences indésirables. Je pense qu'il faut, comme eux, être astucieux. Oui, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas punir les délits quand il y a des délits, évidemment, bien sûr. On est d'accord sur ça. C'est juste sur définir qui ce qu'est un délit. Exactement, et sur qui on concentre en fait les effectifs de police, les enquêtes, et est-ce que ça vaut vraiment le coup d'envoyer tout le monde dans les quartiers, les gars qui sont en bas du bloc pour les choper. Il y en a qui sont mineurs. Tu les gardes en garde à vue une fois 24 heures, 48 heures max, et ensuite ils repartent. Qu'est-ce qui s'est passé? Pas grand-chose. Les guetteurs, ils sont remplaçables. Tout le monde est remplaçable. La question, c'est ceux qui sont irremplaçables qu'il faut prendre. Je sais plus qui parlait d'une ubérisation quasiment en fait des petites mains, en fait, d'où cette extrême violence, parce qu'ils sont interchangeables. On peut leur demander n'importe sur quoi. Telegram très facilement. C'est très facile. C'est des annonces qui sont même posées, des annonces comme sur le Bon Coin. C'est des annonces vraiment. Et c'est sans parler aussi des clients, puisque un marché qui brasse tant d'argent, c'est donc qu'il y a énormément de clients qui achètent. Moi, je suis toujours sidéré par les volumes d'argent en jeu. La question finalement, c'est ça, c'est pourquoi se drogue-t-on, somme toute, Eh bien, après on tout, pourrait en parler dans un prochain ce débat. qui serait, l'objet de la. Eh bien voilà, prochain débat. Merci beaucoup. Émile Ackerman, rabbin essayiste, cofondateur de la première communauté juive orthodoxe moderne de France. Merci Éric Delège, rédacteur en chef du site aletheia.org. Merci Louis Dauphren. Merci à Pierre-Henri Paget qui réalisait cette matinale ce matin. Et bonjour Melchior Gormand.